merci de votre accueil, merci à tous d'être là, à un moment où c'est peut-être le plus délicat d'intervenir, parce que vous attendez tous d'être à table, de boire un bon coup, et donc je vais essayer de ne pas être trop soporifique, et que nous puissions continuer à échanger ensemble autour d'un verre. Voilà. Alors, j'ai quand même un tout petit support, mais je vais essayer le moins possible de m'appuyer dessus, et de pouvoir échanger vous donner des éléments pendant quelques minutes. Alors, on a brossé de moi, je vous remercie, un tableau élogieux, mais qui correspond tout simplement à une carrière. Je vais vous expliquer un petit peu je veux pas dire qu'on peut considérer comme classique, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses, mais en tout cas qui ont été permises par mon passage à Saint-Cyr. Saint-Cyr, c'est on dit merci à Bonaparte, et tout commence comme ça, et je vais essayer au maximum de raccrocher ce qui lie votre association à cette belle école, j'ose le dire, qui m'a structuré et qui a structuré des générations de Saint-Cyriens depuis 2 siècles. Donc Saint-Cyr, on m'a demandé d'intervenir de Saint-Cyr au ministère des Armées. Alors ce titre qui est lourd et qui embarque sur pas mal de pistes. Encore une fois, je vais essayer de le serrer sur des segments sans trop. Évidemment, je suis désolé si parfois ça revient un peu trop souvent, sans trop parler de moi, mais c'est pour un peu illustrer ce qui peut se passer en étant Saint-Cyrien dans une carrière. Et en fait, c'est assez étonnant parce que ça peut être considéré comme paradoxal. C'est-à-dire que quand on me demande d'intervenir sur de Saint-Cyr au ministère des Armées, en fait, on pourrait se dire, en fait, oui, c'est juste normal. Parce que si on fait Saint-Cyr, on est au ministère des Armées. Donc, on voit pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Version un petit peu classique. Si vous faites Saint-Cyr, a priori, c'est ça. Donc, je commencerai par là parce que, a priori, si vous rentrez à Saint-Cyr, mais malgré tout, si on regarde aujourd'hui ce qui se passe en 2026, et prenant un petit peu mon cas, oui, je suis au ministère des Armées, mais comme ça a été dit, je ne suis plus militaire depuis 16 ans. J'ai été 20 ans sous l'uniforme, je grade de lieutenant-colonel à 38 ans, et donc j'en suis parti. À 38 ans, j'ai décidé de basculer, donc je suis haut fonctionnaire, administrateur de l'État, puisqu'il n'y a plus qu'un seul corps de hauts fonctionnaires. Et aujourd'hui, je suis toujours au ministère des Armées, donc ça, le côté un peu paradoxal. Donc j'ai une carrière où je me suis un petit peu échappé. J'ai tenu des postes à responsabilité depuis 16 ans au ministère des Armées, et je suis actuellement sous-directeur de l'intelligence économique. Donc pas de l'IA, pas de l'intelligence artificielle dont on entend beaucoup parler, mais de l'intelligence économique. Voilà, donc l'intelligence économique qui porte sur l'ensemble de l'industrie de défense, en particulier dans la Drôme. Vous avez des bons exemples de ce qui se fait, de beaux fleurons de l'industrie de défense. Et donc forcément, je veille tout particulièrement ces sujets-là. Donc Saint-Cyr, ça, c'est la jeunesse, c'est la gratuité, c'est l'engagement. Donc ça commence par ça, par quelques images que vous pouvez voir. Alors forcément, Saint-Cyr, c'est chez moi, et ça a été très bien expliqué dans la présentation, c'est une histoire de famille. Alors, ce qui nous rassemble un peu ce soir, finalement, vous allez voir, j'essaye aussi de filer un petit peu de garder ce fil du lien familial. C'est une histoire de famille chez moi. Alors il y a eu un côté expansif en l'espace de 2 générations, parce qu'en fait il n'y avait pas, enfin que de mes connaissances, de mes bonnes connaissances de généalogie, il n'y avait pas de Saint-Cyrien ou même de militaires de carrière avant, j'aurais peut-être, ou des gens qui ont voulu s'engager avant moi, me semble-t-il. Mais effectivement, mon grand-père avait souhaité préparer Saint-Cyr, a préparé Saint-Cyr. Et puis la guerre l'a emporté. Il est parti très vite. Il a décidé, comme beaucoup de personnes qui étaient avec lui en prépa, de s'engager. Il a été à la tête d'une section de tirailleurs algériens. Là, les guerres bousculent beaucoup de choses. Mon père, effectivement, s'est engagé très jeune dans la marine. Donc, il était parti pour rester plusieurs années. Voire peut-être effleuré de rester longtemps. Et puis finalement, il est resté, ça l'a beaucoup marqué, je le sais, 3 ans, mais jeune. Et puis après, donc, nous sommes 2 fils.
deux Saint-Cyriens, donc vous voyez, c'est pas très original, mon frère et moi. Mon frère qui lui est encore dans l'armée, qui est colonel, qui est adjoint de l'attaché de défense à Washington et qui a commandé un régiment des forces spéciales, le 13e régiment de dragons parachutistes. Donc les dragons, on raccroche un petit peu quand même à Napoléon. Et c'est le régiment de l'impératrice, le 13e régiment de dragons parachutistes. Et moi, qui avais pris un peu les devants 7 ans et demi avant, qui lui avait peut-être un peu donné le goût. Et effectivement, sur mes 5 enfants, un qui a fait l'école militaire interarmes, qui est lieutenant au 1er régiment de chasseurs parachutistes, une fille qui est lieutenant à l'Académie militaire de gendarmerie nationale, et un fils qu'on voit à cheval, qui est le père système de sa promotion de Saint-Cyr. Père système, en fait, ça veut dire que c'est le patron de sa promotion, et pour le coup, donc ça maintient encore le lien, c'est le Napoléon de sa promotion. En fait, un père système à Saint-Cyr, toute sa vie, on se souvient, un chef d'état-major des armées, le général Lecointre, que j'ai bien connu, j'ai été 2 fois dans la même unité que lui. Même quand il était chef d'état-major, on retenait plus, non pas, tout le monde savait qu'il était chef d'état-major des armées, mais surtout, ce qu'on savait, c'est qu'il avait été père système de sa promotion. Donc jusqu'à son temps général, dans les couloirs, on disait, vous savez, Lecointre, il était père système de sa promotion. Donc ça m'amuse beaucoup de voir ça, de voir, voilà, donc les 4-5 photos, c'est pour montrer un beau Napoléon comme c'est aujourd'hui, et effectivement, ça marque. Alors moi, très modestement, je ne suis pas, d'ailleurs, on n'est jamais ancien père système d'une promotion, on est père système à vie. Moi, en fait, je suis secrétaire de ma promotion, donc c'est moi qui anime la vie de la promotion. Et en revanche, le père système, c'est cet homme qui baptise dans les promotions. C'est lui qui, vous avez vu juste avant, représente Napoléon. Pour la représentation de la bataille d'Austerlitz, que vous connaissez bien mieux que moi, c'est vous les experts, c'est pas moi, mais moi j'ai été baigné un petit peu depuis cette école, et ça c'est important que, je le répète, vous puissiez dire, effectivement, cette école, elle est imprégnée de Napoléon comme aucune autre école. Cette école vit par Napoléon. Elle vit des traditions qui sont nées de cette décision d'avoir un corps d'élite servant pour évidemment pour l'armée de terre, et donc après dans les années 20 où il y a eu une distinction entre l'escadrille, ceux qui sont partis dans l'armée de l'air, mais les premiers aviateurs étaient formés à Saint-Cyr, et après donc il y a eu l'école de l'armée de l'air. Donc voilà, c'est une affaire de famille pour moi. Ma carrière, elle a été tournée vers, si je fais un petit peu, si je la fais de manière schématique, elle a été tournée vers le service de la France, le service de l'État. Alors on va se dire, c'est peut-être banal, mais je vous dis surtout que je suis modestement et ce que je ne suis pas. J'ai pas eu la chance d'avoir l'expérience de certains d'entre vous, d'être chef d'entreprise ou de travailler dans des entreprises, d'avoir créé de la valeur, d'avoir apporté de la valeur à la France financière, etc. Moi, j'ai jamais rien produit, si vous voulez, pécuniairement, financièrement. J'ai juste donné de l'engagement que j'avais quand j'étais jeune pour le service de l'État, à la fois au service de la France par les armes. Donc ça a été le cas. Donc je vais vous brosser en quelques traits ce que j'ai fait. Et après, j'ai fait le choix de poursuivre comme aux fonctionnaires, toujours au service de l'État. Je suis lyonnais, j'étais en classe chez les maristes à Lyon. Et je décide un peu sur le tard. Moi, là, beaucoup de mes camarades étaient ce qu'on appelait des fanas sires, et même des officiers qui venaient de familles où c'était la tradition. Ils y pensaient depuis qu'ils étaient tout petits. Moi, j'ai beaucoup réfléchi. Moi, j'étais un littéraire pur, latin, grec. J'ai fait 9 ans de grec, 6 ans de latin. J'étais passionné par ça. Je pensais à l'école des Chartes plus qu'à Saint-Cyr. Et puis, quand j'ai réfléchi
à ce que je pouvais faire véritablement en terminale pour se lancer dans le grand bain. En fait, je me suis dit, tu vas te retrouver dans des vieux grimoires poussiéreux, tu es sportif. Et là, j'ai réfléchi un peu comme ça, sur le tard. Et en terminale, je me suis dit, je vais m'engager vers la préparation de Saint-Cyr. Et en fait, quand ça m'a trotté dans la tête, je suis rentré en lycée militaire. Et là, je me suis dit, c'est vraiment fait pour moi. Donc, j'ai préparé pendant 2 puis 3 ans, ce qui était 80% de nos promotions à l'époque et qui ne réussissaient pas du premier coup. Et je rentre à Saint-Cyr, donc promotion 91-94, promotion chef de bataillon de Cointet. Ça se passe bien à Saint-Cyr, et donc je sors bien classé, où je pouvais tout prendre, dont la gendarmerie. Je le dis souvent parce que souvent les gens vous disent, en fait, les premiers choisissent la gendarmerie, ou certains vous disent, moi la gendarmerie ça m'intéressait pas. En fait, vous leur posez la question, est-ce que tu pouvais vraiment choisir la gendarmerie à la sortie de Saint-Cyr? Parfois, la discussion s'arrête là, parce que la personne, de toute façon, ne pouvait pas choisir. Petite anecdote, mais en tout cas, moi, je voulais l'infanterie depuis que j'étais tout petit, depuis que j'avais 17 ans. Voilà, et donc je choisis l'infanterie, et je déroule une carrière dans l'infanterie entre régiment avec des opérations, donc ça a été dit rapidement, c'était ça, instructeur en école et en cabinet ministériel. Donc j'ai servi au 1er régiment d'infanterie comme chef d'équipe de recherche humaine, donc j'étais dans le renseignement à Sarrebourg, où là effectivement je suis parti en Bosnie, à Mayotte, projection aux Comores. Et puis après ces 3 années passées donc comme chef d'équipe de recherche humaine, je suis choisi pour partir comme instructeur à Saint-Cyr, ce qu'on appelle un VORAS. Et donc je pars servir pendant 2 ans. Au bout de ces 2 années, donc c'est toujours des segments très courts, vous savez, les mutations, ceux que vous voyez passer du SPAI ici, vous devez voir des gens qui viennent passer 2 ans, 3 ans maximum, puis qui repartent. Encore que maintenant, les officiers restent beaucoup plus longtemps que de notre temps. De notre temps, c'était 2-3 ans, pas plus. Et on se retrouve donc avec une proposition pour commander une compagnie. Donc là, je pars commander une compagnie. Donc c'était une période en fait qui était très particulière, où on bougeait beaucoup. Plus que maintenant. Donc, j'arrive à Brive-la-Gaillarde au 126e régiment d'infanterie pour commander ma compagnie. Et là, en l'espace de 2 ans de commandant d'unité, donc avec 150 bonhommes, je me retrouve à partir 3 fois à la tête de ma compagnie. Je pars une première fois au Liban, je pars après en Guyane. C'était le début des opérations de lutte contre l'orpaillage. Et puis, je reviens à peine et je repars en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, en 2 ans, je pars 3 fois. Donc, pour moi, j'étais le plus heureux des hommes. Ma femme n'était pas forcément la plus heureuse des femmes. Sur ces 3 ans où j'ai quasiment pas... évidemment, vous avez des exercices entre, donc j'étais strictement jamais chez moi, puisque c'était des missions de 4 mois. Et donc, je fais même mon fils qui est à cheval. Eh bien, j'ai demandé, ma femme étant d'accord bien entendu, mais à ce que l'accouchement puisse être déclenché. Donc c'était quand même des vies, quand je le rappelle aux plus jeunes, c'est pas pour faire le vieux con, mais enfin où les femmes, moi je suis en admiration parce que elles ont supporté, parce que c'est très bien d'ailleurs, ça a un petit peu évolué. Mais à l'époque, c'était incroyable. Elle ne nous voyait jamais. L'accouchement a été déclenché. Je savais que je partais le 10 juin à 5 heures du matin pour m'embarquer pour la Côte d'Ivoire. Puis en plus, c'était en 2003. Donc si vous regardez un petit peu, c'était une période très compliquée en Côte d'Ivoire. Donc on savait pas trop ce qui nous attendait. Et ma femme, je suis allé en treillis Rangers. On était en train de sangler les caisses d'armement. Je suis allé la voir à 18h rapidement pour voir la naissance enfant. Je suis parti une demi-heure après, et entre 21h30 et 21h45 exactement, pendant un quart d'heure, je me suis faufilé dans sa chambre pour embrasser ma femme et mon fils et partir le lendemain. Il y en a qui ont connu Pierre, et ma fille est née alors que j'étais en Guyane. Voilà. Donc, bref, des petites anecdotes que d'autres ont connues, mais c'est pour dire qu'effectivement, aujourd'hui,
Et c'est important de l'avoir en tête, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup, vous entendez beaucoup parler, et on lit souvent, on parle des forces morales. En fait, ce qui manque un petit peu à notre pays, on dit, voilà, peut-être avoir de meilleurs canons, de meilleurs avions, ça compte. Ce qui compte avant tout, c'est qu'on ait des soldats qui soient capables de tenir, parce que ceux qui sont en face, hein, on n'est pas là pour parler de géopolitique, mais enfin, moi, quand on me parle des Russes, les Russes, je les connais bien. J'ai été un moment immergé dans l'armée russe. Je suis et donc je les connais assez bien. J'ai été le premier officier français breveté parachutiste russe. Je connais vraiment bien ces gens-là. Il y a une rusticité et un mode de vie, en tout cas au moins chez les soldats, qui fait que chez eux, la force morale, ils sont comme ils sont, mais enfin c'est soclé, c'est solide. On a d'excellents soldats, on a d'excellents sous-officiers et officiers, mais c'est ça qui compte. Et je vois que certaines fois, c'est un petit peu dégradé et qu'à un moment, si ça reprend, ça se complexifie un petit peu pour les opérations, c'est évidemment ça qui compte plus que la technologie. Et je vous le dis en plus en tant que sous-directeur au sein de la direction générale de l'armement. Donc c'est les forces morales qui comptent avant tout. Et donc, après mon temps très opérationnel de commandant d'unité, je me suis retrouvé à nouveau instructeur en école. J'étais ce qu'on appelle l'otage infanterie au sein des écoles de la logistique et du train, des logisticiens. Et donc, je dispensais des cours d'infanterie aux gens de la logistique et de renseignement, puisque c'était mon premier métier, pendant 4 ans. Et mon dernier poste, j'étais aide de camp du ministre de la Défense, qui était Hervé Morin. Donc ça a été de très beaux souvenirs. C'était complètement différent de ce que j'avais fait avant. Je me suis retrouvé de périodes qui étaient assez opérationnelles, ou en école à la moquette des cabinets ministériels. Et bon, ça change un petit peu, mais c'était assez extraordinaire parce que vous êtes au cœur de ce qui se passe. Forcément, vous devinez. Et vous assistez à tout et vous vous baladez partout. Mais cela dit, vous avez une pression qui n'est pas celle de l'opération, qu'à la limite je préférais peut-être. Vous avez une pression qui est celle de gens qui, à la moindre seconde, si vous commettez un impair ou si vous avez un regard de trop ou si vous tendez le mauvais dossier au mauvais moment, eh bien, écoutez, il y en a 300 derrière vous qui attendent votre place et vous sortez. Donc moi, j'ai tenu les 2 ans. J'ai eu, je crois, de bonnes relations avec mon ministre. Voilà. Donc ça a été mon dernier poste et c'est très, très, très enrichissant parce que ça m'a appris, moi qui avais été sur des segments où je pensais que j'étais un chef, ça m'a remis en question et je pense que ce qu'il faut retenir de la carrière d'un officier, enfin moi c'est ce que j'en ai retenu, c'est qu'en fait vous vous remettez en cause en permanence. Encore une fois, quand vous voyez un chef de corps, celui que je connais bien, Maxime Laudet, qui est le chef de corps actuel du 1er SPAI, qui est un bon copain, eh ben, il se remet en cause comme lieutenant, il revient comme chef opération au 1er SPAI, il se remet en cause parce qu'à un moment, il faut quand même refaire ses preuves, même si on a estimé qu'il avait été très bon. Puis il revient comme chef de corps et puis il se remet en cause encore. Et après, donc j'ai eu une carrière de haut fonctionnaire. Donc je suis parti à l'ENA. Et là, pour être très rapide, j'ai eu des postes j'ai dirigé 2 groupements de soutien de bases de défense. Donc moi j'ai une carrière un peu originale, parce que là, comme aux fonctionnaires, autant quand vous êtes militaire, vous choisissez au début, c'est-à-dire vous choisissez d'être dans l'infanterie ou dans la cavalerie pour aller au 1er SPAI, etc. Et puis après, vogue la galère. C'est-à-dire que la première marche qu'il faut faire, c'est soit bien classé pour choisir et pour dérouler une belle carrière, parce que tu es motivé pour aller là, et ça, le fait d'être à Saint-Cyr et d'avoir à cœur de travailler, parce que c'est beaucoup de travail. Ça, c'était ce que disait, j'étais assez fier, mon fils, quand il était interviewé également sur un podcast. Première question qu'on lui posait, en fait, ça représente quoi de faire Saint-Cyr? Il dit, c'est surtout beaucoup de travail pour rentrer et après de continuer à être quelqu'un de sérieux et de continuer à chaque fois qu'on nous donne la possibilité de franchir une étape, de travailler et de blanchir sur le harnais un petit peu en donnant tout ce qu'on peut. Donc moi j'ai choisi, en revanche, quand j'étais civil, là je choisissais mes postes, enfin je faisais en sorte que j'ai ce que je voulais, parce que là, tout d'un coup je devenais libre, j'étais pas sur des plans de mutation, donc j'ai dirigé 2 établissements au ministère des Armées,
un coup à Cherbourg, un coup à Saint-Germain-en-Laye. Entre-temps, je suis retourné en cabinet ministériel parce que j'ai été appelé par un ministre. Donc ça, je m'y attendais pas trop. Je dirigeais un établissement à Cherbourg et un soir, lors du remaniement Fillon 3 en novembre 2010, alors ça remonte un petit peu, mais j'ai eu un coup de fil du ministre de la ville qui s'appelait Maurice Leroy en me disant, parce que ça c'était la bande centriste que je connaissais bien, et il m'a dit, écoute, je t'ai bien connu quand tu étais de Caen, je t'ai bien observé, tu feras un très bon chef de cabinet. Il m'a appelé à 1h du matin, est-ce que tu veux être mon chef de cabinet comme ministre de la ville, moi comme ministre de la ville. Donc j'ai dit oui, et donc j'ai appelé mon second qui était capitaine de frégate à ce moment-là à Cherbourg. Je lui ai dit bah écoute, je suis désolé, mais demain matin à 6h je serai pas à poste parce que je pars dans un cabinet. Donc chef de cabinet du ministre de la ville. Et puis j'ai été sous-préfet à Toul pendant 3 ans. Donc ça c'était un souhait profond que j'avais depuis longtemps parce que je sentais, et je peux vous dire que j'ai pas été déçu, que quand on est dans le corps préfectoral, on sert l'État. Je pensais l'avoir servi jusqu'à maintenant, et je pense que je l'avais fait, mais quand vous êtes sous-préfet, et donc j'avais cette envie, j'ai toqué à la porte du ministère de l'Intérieur, comme j'étais administrateur, ils m'ont dit, bah, on peut vous dire oui ou non, mais enfin j'ai été légitime à le demander, ils m'ont dit d'accord, vous partirez comme sous-préfet, j'ai dit je peux savoir où, non. Autant je peux vous dire que j'ai connu le ministère des Armées avec une gestion que j'estime maintenant de bisounours. C'est-à-dire que la gestion et la façon dont on répond, et c'est très bien, hein, dans les armées, est patinée. On vous câline un peu. Au ministère de l'Intérieur, et c'est pas plus mal, comme ça le choix se fait de manière radicale. Si on n'a pas besoin de vous répondre, on vous répond pas. Et on estimait que comme je n'avais pas encore été nommé par décret du président de la République, je n'avais pas à savoir où j'allais. Et donc j'ai su le 5 novembre 2014 que j'ai découvert ça par décret. Personne, j'avais passé des coups de fil 2-3 fois avant, on me l'avait pas dit. 5 novembre 2014, sous-préfet de Toul, pour une mise à poste le 21 novembre. Et là, évidemment, vos enfants sont scolarisés, vos 5 enfants sont scolarisés, votre femme l'apprend en même temps que vous. Et là, elle se dit, bah tiens, ça continue. C'est-à-dire que pendant toute ma vie de femme d'officier, je me suis fait bahuter à droite et à gauche. J'ai eu un mari qui partait en opération, qui revenait. Moi, j'essayais de suivre. Je lui ai fait croire qu'en partant comme civil, ça allait se calmer un peu. Et là, c'était reparti de plus belle. Parce que donc, évidemment, vous imaginez, 5 novembre, 21 novembre, il a fallu déscolariser tout le monde. Alors évidemment, la rescolarisation, elle est prise en compte par le recteur, mais malgré tout, vos enfants, je peux vous dire qu'ils encaissent quoi. Ils encaissent et ils se retrouvent avec des nouveaux copains de classe en milieu d'année, etc. 3 années sensationnelles. Donc ce que je vous dis, c'est quand vous voyez Enfin moi, je suis imprégné autant du service de l'État comme officier. Je suis pas de kaki à l'intérieur. Pour moi, Saint-Cyr, c'est toute ma vie. Est-ce que ça a engagé derrière? Je suis Saint-Cyrien, c'est pas j'ai été Saint-Cyrien puis officier, je suis toujours Saint-Cyrien, mais je porte ça, et le service de l'État que j'espère modestement avoir dispensé dans un morceau de France, ça m'a construit comme jamais je l'aurais imaginé. Sensationnel, sensationnel. Un préfet, moi maintenant quand je vois un préfet, quand je vois un sous-préfet, et surtout ceux qui ont déroulé des carrières où toute leur vie, ils ont jusqu'à 68 ans, certains qui sont allés jusqu'au bout, ils ont été bourlingués de droite et de gauche. Je peux vous dire que j'ai un profond respect parce que moi j'ai vu ce que c'était, j'ai adoré ça, mais ma femme pareil. Vous êtes dans une belle résidence, ma femme ne m'a jamais vu le samedi, ne m'a jamais vu le dimanche. Évidemment, les nuits, c'est au gré des incendies, des bricomarchés, des cars qui s'écrasent contre des piles de ponts, etc., etc. C'est votre vie. Choisissez, mais c'est quand même votre vie. Et donc, j'ai une profonde admiration. Et ça, encore une fois, c'est Napoléon. Ça, c'est ce que je rappelle souvent. Et c'est l'ancien. Alors, je vais faire une petite révélation qui n'a sûrement aucun intérêt, mais voilà, quand j'étais jeune adolescent à Lyon, j'étais jeune monarchiste militant à l'Action française. Donc pour moi, quand on me parlait
quand on me parlait de Napoléon, j'avais un discours qui était patiné, qui était parfait, qui venait de mes lectures profondes de Léon Daudet, de Maurras, etc. Donc j'entendais, pour moi c'était l'ogre, il ne fallait pas me parler de Napoléon. Et forcément, bon, déjà on mûrit, Saint-Cyr et tout ce que j'ai observé, et même je me le redisais quand j'étais sous-préfet, c'est extraordinaire ce que cet homme a pu faire. C'est incroyable. L'organisation territoriale de ce pays qui n'a pas bougé, l'emplacement des sous-préfectures qui a du sens, sur le déplacement d'une journée de cheval entre chaque préfecture, tout ça, ça a été calculé pour. Donc les gens qui vous rayent d'un trait en vous disant non mais cette sous-préfecture elle n'a pas de sens, mais si, tout a un sens et a encore du sens. Et on le sait dans les zones dès qu'on est en province. On le sait dès qu'on est en province. Donc voilà, j'ai eu un temps particulièrement passionnant. Et puis après, j'ai été chargé de mission. J'ai construit avec des chargés de mission qu'on m'avait confiés le service national universel. Donc les rapports que vous trouvez sur Internet, ça date de 2018. Eh bien, c'est ma petite équipe. En fait, j'étais secrétaire général du groupe de travail SNU, Service National Universel pour l'Élysée. Donc j'ai travaillé pour l'Élysée pendant 6 mois pour concevoir ce dispositif que j'ai un peu au cœur. Je pense que on pourra en reparler, mais qu'il y a eu des étapes qui n'ont pas été franchies et qui auraient dû l'être. Pour le ministère des Armées, pendant 2 ans, j'ai été responsable du service national universel. Et après, j'ai été chef de la cellule de crise Covid au ministère pour le secrétariat général pour l'administration. Évidemment, vous devinez, en 2020, dès fin 2020 jusqu'à fin 2022. Et donc, depuis 2023, je suis sous-directeur de l'intelligence économique à la DGA. Donc, vous voyez que on peut faire beaucoup de choses. On aurait pu faire des tas d'autres choses. Il y a évidemment des carrières qui sont beaucoup plus exemplaires, époustouflantes. Bien entendu, le sujet est même pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a fait Saint-Cyr, c'est pas qu'on est capable de tout faire, c'est complètement idiot aussi de dire ça, mais la capacité à être engagé, d'où le fait que j'ai tenu, alors je vous dis, je reprends mon fil, mais mon attachement à Saint-Cyr, il est lié à, depuis que j'ai mis un pied, même en lycée militaire, j'ai vu tout ce que ça représentait pour moi. Aujourd'hui, dans mes responsabilités, je suis vice-président de la Saint-Cyrienne. Je suis secrétaire de ma promotion. Donc aujourd'hui, c'est moi qui anime. En fait, je suis président de l'association chef de bataillon de Cointet. Donc c'est moi qui anime la vie de la promotion avec certains camarades. Mais je fais ça. Et puis, je suis délégué de la Saint-Cyrienne pour l'arrondissement de Versailles, qui est, hormis Paris, l'arrondissement le plus fourni en Saint-Cyrien, puisqu'il y a 650 Saint-Cyriens dans l'ensemble de l'arrondissement, ce qui est assez important. Donc, pourquoi je dis ça? C'est pour vous dire que je pense, un peu trop engagé, parce que je ne vous cache pas que j'ai un métier qui me prend pas mal, et malgré tout, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je fais un aller-retour, je repars demain matin. Je suis ravi de votre invitation, j'en suis très touché. Et l'engagement que j'ai toujours eu, pour moi, compte. Et c'est pour ça que j'ai demandé, et je pourrais vous le montrer tout à l'heure, c'est que ça intéresse, mais je suis venu avec des bouquins. Encore une fois, je viens pas vendre mes bouquins, parce que ces bouquins, je crois que mon éditeur, ça doit faire 4 ans qu'il n'a pas donné un centime. En plus, j'ai une excellente relation avec mon éditeur, mais il n'a pas donné pour l'instant la facture de ce qu'il devait à la promo. Mais notre promotion a coécrit un livre, et j'y tenais pas mal. On avait offert ça à nos jeunes qui étaient de la promo 25 ans en dessous, qui s'appelle Le choix de l'engagement. Et en fait, ce livre, il est tout simple. Il y a 55 contributeurs de la même promotion. Et le choix de l'engagement, c'est de dire, on l'a écrit 30 ans après notre sortie, c'est de dire, voilà, on avait tous le même souhait d'engagement pour les armes de la France quand on est rentré à Saint-Cyr, tous. Certains voulaient être fantassins, cavaliers, sapeurs, peu importe. Tous exactement le même. 30 ans après, est-ce que, moi je leur ai dit, écrivez, est-ce que ça résonne toujours en vous?
Est-ce que vous sentez toujours engagé? Est-ce que vous sentez que ce que vous faites aujourd'hui, parce que vous êtes civil comme moi, vous êtes encore militaire, mais vous travaillez dans les relations internationales, vous êtes, eh bien, est-ce que l'engagement résonne toujours en vous? Moi, je trouve, puis il n'y a pas que moi, beaucoup qui l'ont lu m'ont dit, le livre, il est assez incroyable parce que vous avez des témoignages de gens qui disent, bah, ça résonne toujours en moi, mais de cette manière-là. Et donc, on voit que finalement, c'est toujours la même chose qui les motive. Et puis, comme ça avait eu pas mal de succès et que je trouvais que ça avait un vrai sens, j'ai lancé un autre défi. J'ai une promo qui est sympa, qui a dit ils nous cassent les pieds avec ces histoires de bouquins, mais cela dit, ils sont partis encore avec moi. On a sorti un bouquin collectif à nouveau qui s'appelle Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Alors qui marche pas mal. Le choix de l'engagement, il est sorti en 2019. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, il est sorti en décembre. Et en fait, c'est marrant parce que rien que le titre, bon, on a un peu bataillé, mais moi j'ai dit je lâche pas. Et en fait, je suis bien content de pas avoir lâché parce que les gens viennent voir ce bouquin avant de ils sont attirés par le titre. Et c'est assez drôle parce que je vais même vous faire un petit spoil d'une interview que je vais avoir sur Europe 1 le 24. Le 24, je crois que c'est mardi prochain, à 15h. Et on veut que on m'a fait venir pour témoigner du bouquin sur Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Et un ami m'a envoyé un extrait il y a 2 jours de Pascal Praud sur CNews qui commence, il aime bien s'écouter parler, il est bien Pascal Praud, mais bon, il commence et il dit bon écoutez, il faut pas être sorti d'HEC. Alors là, je peux vous dire que mon entrée en matière sur Europe 1 le 24, ce sera ça. Je dirais, il faudra apprenez à Pascal Praud qu'on ne dit pas il ne faut pas être sorti d'HEC, il ne faut pas être sorti de Centrale, il ne faut pas être sorti de l'X. C'est pas, nous on s'en fiche, nous perso. Mais la phrase d'origine, c'est il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Et là aussi, on rend hommage encore à Napoléon. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Et donc après, on a ce bouquin. C'est la question de chacun. Comment chacun de vous, il y en a 25 qui ont écrit. Comment, pour toi, Saint-Cyr a été une école qui t'a structuré d'une manière un peu particulière. Et c'est vrai que je vais conclure par ça. Et ça peut donner envie de lire le livre parce que tout le monde répond un peu à sa façon. Mais moi, j'ose le dire, et parce que c'est pas moi, mais c'est l'école dans laquelle je suis passé. Cette école est quand même à part. Et elle est à part, non pas, les gens, encore une fois, ce serait complètement abscon de dire ça, non pas parce que les personnes qui entrent sont des personnes qui sont un peu à part, mais c'est des bons petits jeunes qui à un moment se disent, bah tiens, je ferai quelque chose en m'engageant un peu gratuitement et je vais voir comment y aller, mais je rentre. Mais elle sort des gens qui sont quand même, moi je l'observe chez mes anciens, parce que c'est là où on prend les premiers modèles. Ça crée un lien entre les anciens et les jeunes qui est assez incroyable. Vous voyez les générations entre si rares, ils se retrouvent, qui sont assez saines, qui sont même, et c'est même c'est structurel la remarque que je vais faire. Il n'y a pas d'histoire d'intérêt. Mais souvent on me dit, ah oui, non mais alors ça c'est parce que les gens sont assez incroyables, Mais non, c'est parce que cette école, pourquoi il n'y a pas d'intérêt? Parce que vous créez pas du business. Moi, je le comprends tout à fait qu'il y ait des gens les anciens d'HEC, les anciens ou certaines écoles de Polytechnique, c'est bien normal. Quand ce qu'on appelle les alumni, les associations d'anciens élèves se retrouvent, c'est normal qu'à un moment, ils se disent, tiens, j'ai intérêt à parler de ça parce que peut-être ça peut être nous. Quand il y a le chef d'état-major de l'armée de terre qui retrouve son camarade, qui est patron d'une association, qui retrouve son camarade qui est sous-chef opération, je sais pas où, ben, ils se retrouvent juste pour boire un coup, pour se marrer un bon coup, et tout simplement parce qu'il n'y a pas ces histoires d'intérêt derrière, donc c'est juste structuré. C'est pas que les gens sont mieux, et donc ça, plus le fait, retenez-le bien, c'est quand même important, c'est, je crois, la seule école qui fait entrer des gens de formation académique totalement différente. C'est-à-dire à Saint-Cyr, vous y rentrez en étant scientifique, en ayant fait maths sup, maths spé, en étant littéraire, ce que j'ai été, en ayant fait Hippocane et Cagne, en ayant fait une école de commerce, une prépa HEC. Il y a ces 3 entrées possibles. Vous rentrez dans la même école.
vous suivez la même formation, et c'est étonnant, sauf que quand c'est académique, vous allez en cours avec votre petit cartable, et là, vous suivez votre partie. Mais le classement final est le même. C'est quand même assez incroyable. Vous prenez des gens à l'entrée différents, vous les rentrez dans un même tube, la formation militaire, la formation sportive, la formation au commandement est la même. Ok, sur le segment académique, c'est normal, le scientifique va dans sa partie faire de la physique, et vous vous retrouvez devant votre général à la sortie en train de choisir un régiment. Vous êtes venus de points complètement différents sur le champ académique. Ben, je crois que c'est la seule école, en tout cas en France, qui soit comme ça. Donc je ne vais pas poursuivre plus avant, parce que c'est encore une fois, vous m'avez suffisamment entendu, mais je pense qu'il y a une vraie particularité à Saint-Cyr, et dont il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, on le fait assez bien sentir. Chacun s'est senti structuré de manière différente, et chacun dit, bah, moi je suis fier d'être Saint-Cyrien, tout simplement et très modestement, parce que ça l'a construit. Voilà. Merci mon colonel. Je suis venu une fois à Saint-Cyr il y a déjà quelques années, puisqu'il y avait une promotion, c'était la promotion du lieutenant Bonaparte, et il nous avait acheté une statuette. Vous savez, les statuettes qu'on a fait réaliser en bronze, et donc j'ai porté une statuette à Saint-Cyr pour la remettre au leader de la promotion à l'époque. Voilà. Merci mon colonel, c'est très, très intéressant, ça change beaucoup de ce qu'on écoute d'habitude, puisque là c'est un témoignage personnel qui est quand même très, très émouvant. Pardon, oui, je rebondis sur, c'est une remarque sur la marine, le lien entre la marine, parce que amiral, donc on échangera tout à l'heure, mais effectivement, le lien qu'il peut y avoir entre l'armée de terre, alors Saint-Cyr, je sais pas, mais en tout cas, il y a évidemment beaucoup de liens qui ont lieu entre Saint-Cyr, l'école navale, assez régulièrement. Et moi, il se trouvait qu'à un moment, ça a été un vrai bonheur, trop court, parce que j'ai connu la marine, alors je veux dire très court, parce que comme vous l'avez compris, j'ai été appelé en cabinet ministériel, donc pendant 3 mois et demi, j'ai été directeur de l'établissement à Cherbourg. J'étais parti pour 3 ans, peut-être 3 ans et demi, puis ça s'est terminé en 3 mois et demi où on m'a dit est-ce que tu veux pas me rejoindre à Paris comme chef de cabinet. En fait, c'est assez intéressant de parler de la marine parce que j'ai trouvé ça sensationnel. Moi, j'avais quand même 20 ans de vie dans l'armée de terre, donc je pense que je connaissais bien le kaki. Et puis, c'est mon premier poste de civil. Je deviens directeur d'un établissement qui était l'ancien établissement du commissariat sur Cherbourg. Et là, quand il y avait des marins, bien sûr que j'en avais déjà côtoyé sur des opérations. Bah, quand j'étais par exemple parti aux Comores, quand j'étais parti sur des P400, j'avais été embarqué pour intervenir en opération. Je vous décris pas voilà. Mais je connaissais. Sans connaître quoi. Et là, j'étais immergé chez les marins. J'avais des gens sous mes ordres qui étaient marins et j'ai découvert qu'il y avait c'était extraordinaire, c'est complètement différent de l'état-major. Il y a un monde, une culture complètement différente. Mais c'est assez marquant parce que quand je les vois, je travaille à Ballard, qui est l'endroit où il y a tous les états-majors à Paris. Des marins, j'en croise tous les jours. J'ai des amis qui me disent mais bien sûr, la marine on connaît parce que moi, tu vois, le chef du bureau qui est à côté de moi, il est marin. Non, c'est complètement différent. Sur un port, vous découvrez la culture, que ce soit au mess, que ce soit dans les rapports, dans le fonctionnement de travail, etc. Vous découvrez qu'il y a plusieurs cultures. C'est ça, je pense, la vraie richesse, comme je l'entendais de la part à l'instant, mon colonel, entre ce que vivent des militaires du rang, des sous-officiers, des officiers, où c'est important à chaque fois de savoir quelle est la patte humaine. Et ça, je pense que la marine, sur un bateau, elle sait ce que c'est. Mais nous, je pense qu'en régiment, dans l'armée de terre, c'est dur parce que s'il y a quelqu'un de l'armée de l'air, il va m'en vouloir. Mais l'aviateur, il est peut-être un peu plus tourné, ce qui est un peu normal, vers la mécanique, vers son avion. Mais dans l'armée de terre, dans l'infanterie, je peux vous dire que celui qui s'occupe pas de ces bonhommes, des chaussettes, pour pas dire autre chose, de ces gars, et que, en fait, il laisse tomber tout de suite. Parce qu'en fait, on regarde le chef et à un moment, on veut savoir. Et donc ça, je pense que s'il y a bien un lien entre la marine et l'armée de terre, c'est l'attention à l'homme. Merci mon colonel. Eh bien, je crois qu'on va en rester là.